Le secrétaire général de la CGTB, la Confédération Générale du Travail du Burkina, Bassol Mabazié, est sur le plateau de cette info ce soir. Bonsoir. Bonsoir. Merci de répondre à notre invitation. Je vous en prie. Vous l'avez entendu tout à l'heure, le ministre porte-parole du gouvernement, le sit-in est illégal. C'est un avis du juge suprême de l'ordre administratif et non une décision du gouvernement. Si c'est un avis du Conseil d'État, mais qui a demandé cet avis? C'est bien sûr le gouvernement. C'est bien sûr le gouvernement donc qui s'assume. Avant d'entrer dans le vif du sujet, je tiens à dire bonsoir à l'ensemble des téléspectateurs. Et féliciter l'ensemble des travailleurs qui sont au niveau des différentes juridictions. Parce qu'au-delà de ce qu'ils assument comme travail sont des travailleurs, ils ont entièrement notre solidarité. Réitérer notre reconnaissance à l'endroit de nos dévanciers qui ont dû nous appeler, certains même qui ont entre 80 et 90 ans, qui ont appris avec douleur ce que le gouvernement a annoncé, mais qui ont manifesté un certain niveau de joie après avoir lu le propos que j'ai eu à tenir sur le comportement du gouvernement. Et nous tenons tout simplement à regretter que nous ayons à interpeller tout un gouvernement via un ministère de la fonction publique qui est dirigé par un professeur agrégé en droit. Parce que ce sont des propos que nous allons tenir basés également sur le droit. On nous a dit permanemment qu'il est inconstitutionnaliste. Nous rappelons aussi que les positions que la Confédération Générale du Travail du Burkina prend, quand il est question des libertés ou des questions des normes dans notre pays, cela se justifie au fait que la Confédération représente les travailleurs du Burkina à Genève pendant chaque conférence internationale du travail au sein de la commission de contrôle de la mise en œuvre des normes. Donc, au vu de l'énergie que le peuple burkinabé dépense pour permettre notre prise en charge, pour aller prendre part à cette conférence internationale, il y a un minimum qu'on apprend et quand on revient, on doit aussi veiller à ce que cette convention-là soit mise en œuvre et interpeller qui de droit. Justement. Et de ce point de vue, j'allais dire que le premier élément, quand j'ai entendu le propos du ministre porte-parole du gouvernement, j'ai également lu le communiqué qui a été diffusé par la direction de la communication du ministère de la fonction publique. En le parcourant, je me suis arrêté sur deux éléments. Le premier élément, c'est la forme. Au niveau de la forme, pour ne pas être subjectif, je me base également sur la Constitution. Dans la Constitution du 2 juin 1991, il est dit à son article 35 que la langue officielle est le français dans notre pays. On écrit en parler. Il est également dit dans la même Constitution, à son article 36, que le président du Faso est le chef de l'État, il veille au respect de la Constitution. Et à son article 63, il est dit que le Premier ministre est le chef du gouvernement. À ce titre, il dirige et coordonne l'action gouvernementale. Donc, dans la question de la forme, et en me référant à ces trois articles, je ne peux pas comprendre qu'on fasse un tel communiqué qui, quand je prends le premier cas, au premier paragraphe 5e ligne, il est écrit que le gouvernement est engagé à consolider l'état de droit, la démocratique. La démocratique, ça signifie quoi? Cela signifie tout simplement que ceux qui sont au niveau du gouvernement ne savent pas ce que c'est que la démocratie. Démocratique est différent de démocratie. Démocratique, c'est un adjectif. C'est des coquilles. Mais ce sont des coquilles qui ont leur fond. C'est un état d'esprit. Si c'était une seule coquille, on peut s'en arrêter là. Mais j'ai dit, c'est le premier élément. Le deuxième élément également, quand je vais au premier paragraphe, toujours 19e ligne, il est dit d'obtenir l'interprétation que celui fait du droit positif. Ce n'est pas du français. On dit que celui-ci fait du droit positif. Mais quand vous dites que ce sont des coquilles, un communiqué qui est rendu public, nous incriminons tous les étudiants et les élèves en disant qu'ils n'ont pas le niveau. Ils lisent aussi. Mais quand quelqu'un lit un document estimant qu'il vient d'un ministère, d'une institution, qui parle au nom du gouvernement, des coquilles qui ne sont pas pardonnables. Et puis quand on termine, troisième cas, je vais au troisième niveau, il a dit à propos des retenues salariales. On ne peut pas intituler une phrase telle que « Comment peut-on payer un salaire à quelqu'un qui n'a pas travaillé ?» Et puis on met un point. Si c'est une interrogation, c'est un point d'interrogation. Donc ce ne sont pas des coquilles. Il faut interpeller qui de droit et leur dire que ce qu'ils font là, quand c'est diffusé, c'est le monde entier qui regarde. Voilà pourquoi aussi nous exigeons à ce qu'on mette les gens qui ont le niveau au lieu qu'il faut. Parce que quand vous me dites que ce sont des coquilles, ceux qui font le travail, ils sont payés pour ça. Une direction de la communication d'une institution, ce n'est pas un individu. Comment se fait-il que ça soit passé sous leur nez? Le deuxième niveau, c'est la question même du fond. Mais avant d'atteindre le fond, je tiens à rappeler à qui de droit que l'organisation syndicale en elle-même était une organisation qui n'était pas reconnue dans l'histoire. Ce n'est pas un don du patronat, ce n'est pas un don du politique. Je me rappelle, depuis sa création, le 21 septembre 1886,
l'Association internationale du travail, qui s'est basée sur 3 axes, à savoir mettre fin à l'esclavage, faire en sorte à ce que le temps du travail soit réduit de 14 heures à 8 heures, et faire en sorte à ce que les nations disposent d'elles-mêmes. C'est dans le sens de cette même organisation que le 1er mai 1886, les travailleurs ont été réprimés dans la revendication de la réduction du temps du travail. Il y a eu des morts. Ce sont les mêmes ministres de la fonction publique qui se retrouvent à prendre un message adressé à la nation parlant de fête de travail. Pour nous, ce n'est pas une fête de travail. Alors, dans le fond, justement, dans le fond, justement, cette décision de justice. Je pense que dans le communiqué, eux-mêmes, ils l'ont fait ressortir. C'est malheureux qu'ils n'aient pas eu le courage et l'honnêteté intellectuelle de le dire de façon très claire. Qu'est-ce qu'il dit au niveau du communiqué? Dans le communiqué, il dit que, quand nous partons à la page, à la 2e page, il dit les conventions sont obligatoires et s'imposent aux États. On n'a pas dit plus. Pourquoi? Parce que nous disons que la Convention 87 de l'OIT sur la liberté, qui a été votée en 1948, précisément le 17 septembre 1948, a été ratifiée par notre pays, la Haute-Volta, le 21 novembre 1960. Et cette convention stipule, dès son premier article, que tout pays qui la ratifie doit conformer tous ses textes internes à la Constitution, d'autant que c'est une norme supranationale. Ils l'ont précisé, il y a la convention, mais il y a les recommandations qui n'ont pas le même statut. Justement, c'est un amalgame qu'il fait. On ne parle pas de recommandations, nous parlons de convention. Nous parlons de convention, donc il ne faut pas faire du dilatoire, pas faire de l'amalgame. Voilà pourquoi je dis que je ne peux pas comprendre qu'un professeur même agrégé de droit accepte de tel type de papier. On n'a pas à nous apprendre ce que c'est qu'une recommandation, nous partons aux mêmes travaux. Nous parlons de convention. Nous statuons sur la convention. Est-ce que ce qui est dit sur le cas du sit-in ne relève pas de la recommandation? Non, mais justement, nous ne parlons pas, je répète, de recommandation, nous parlons de convention. C'est la convention qui a été ratifiée le 21 novembre 1960. Et c'est elle qui est supranationale et qui s'impose à notre constitution du 2 juin 1991. Et quand vous partez à l'article 151 de cette constitution, il est dit que les conventions, les traités qui ont été ratifiés par notre pays s'imposent aux lois internes. Mais on n'a pas à apprendre ça, hein, effectivement, le gouvernement précise que l'OIT est d'ailleurs une institution spécialisée de l'ONU et non une organisation supranationale. Mais justement, voilà pourquoi j'ai dit, mais ça fait mal au cœur que ce soit un agrégé de droit qui parle comme ça. Il n'y a pas d'organisation supranationale. On parle de convention supranationale. Une organisation n'est pas supranationale. Ça ne veut absolument rien dire dans le droit. Ce sont les textes, les normes qui sont prises à partir de cette institution qui sont supranationales, pas l'institution. Je suis désolé. Alors, est-ce que vous êtes d'accord, effectivement, quand ils disent que ce sont les recommandations qui constituent juste des guides? Je répète que nous parlons de convention et non de recommandations. Et j'ai cité la convention sur laquelle nous sommes en train de taiser. La convention 87. La convention 87. Et je dis et je répète, c'est cette même convention à son article 3. À son article 3, qui stipule clairement que, en menaçant de mesures de rétorsion les travailleurs, qui avaient alors uniquement exprimé leur intention de participer à un sitting afin de défendre leurs intérêts économiques et sociaux légitimes, l'employeur commettrait une ingérence dans le droit fondamental qu'ont les travailleurs d'organiser leur gestion et leurs activités et de formuler leur gestion d'action, contrairement à l'article 3 de la Convention 87. Ce n'est pas moi qui le dis. Parce que justement, le gouvernement dit qu'il ne comprend pas, vous, organisation syndicale, vous citez abondamment les textes de l'OIT, alors que ce du quoi il est question, c'est-à-dire le oui, mais ici, c'est une question d'entente, de dialogue social. Non, mais justement, quand ça les arrange, ils préfèrent manipuler le contenu pour dire que c'est une question d'entente et de dialogue social. Mais c'est le même dialogue social dont ils prônent là. C'est basé sur la Convention 98 de l'OIT, sur la négociation collective dans les entreprises et les institutions. Et cette convention a été ratifiée le 16 avril 1962 par notre pays. Ce dialogue social n'est pas suspendu. Donc, de ce point de vue, tu ne peux pas aller ratifier des textes sans même connaître le contenu et venir vouloir envoyer les gens dans le dilatoire. Les mêmes textes, nous les lisons. Mais je suis écœureux que de constater que ceux qui devaient être de niveau élevé en droit, qui sont même des agrégés, se comportent de cette façon et font sortir de telles aberrations. Nous, ça n'est pas comprendre. Donc, nous parlons de convention. Ce sont les recommandations, leur maturation qui rentrent dans le processus d'aboutir à une convention. Et quand elle est adoptée, tous ceux qui sont amenés à la ratifier ou qui l'ont ratifiée, ça devient une norme supranationale. Dans le même communiqué, il a essayé d'évoquer que les conventions n'ont pas la même dimension. Il n'apprend rien à personne. D'autant que dans mon propos, j'ai bien dit que dans les conventions de l'OIT, il y a 8 conventions fondamentales. Et parmi les 8 conventions fondamentales que le Burkina a toutes ratifiées, il y a la Convention 87 et la Convention 98. Donc c'est de cette convention que nous parlons. On ne parle pas de recommandations. Mais quand le juge suprême de l'ordre administratif dit que le sit-in est illégal, il a dit par rapport aux textes nationaux. Mais pourquoi ils n'ont pas référé à ces textes internationaux? Voilà pourquoi nous disons quand le gouvernement et des institutions de ce niveau
doit prendre des décisions, et ils savent très bien que ça doit être diffusé. C'est une honte même aux autorités du pays de faire comprendre au niveau international que vous avez ratifié des textes dont à l'intérieur, vous vous comportez comme des délinquants administratifs. C'est inacceptable. Dès lors qu'on ratifie une convention, on doit prendre les textes internes. Et en 1957, la Conférence internationale du travail a pris une note invitant tous les pays qui ont des lois, qui sont contre les travailleurs ou qui n'ont pas encore conformé le contenu des textes nationaux à ces conventions-là de le faire. Mais ça, c'est une violation flagrante de l'article 151 de la Constitution du 2 juin 1991, qui stipule que les traités et recommandations aux conventions internationales ratifiées s'imposent à nos lois internes. Donc, aller se baser sur des lois internes pour dire que le sitting est illégal, en oubliant qu'on a ratifié une convention qui s'impose même à la Constitution, mais c'est jouer à quel jeu? Sur la question des retenues sur salaire, justement, le gouvernement fait référence à ce droit UEMOA, justement, à parler de directive de 2009, mais aussi de décret de 2016. Et il y a même la loi CNT aussi, de novembre 2015, portant statut général de la fonction publique, qui dit clairement que toute absence non justifiée est sanctionnée. Une retenue sur la rémunération. Oui, je le prends au mot. Je pense que quand ils ont saisi le juge administratif supérieur au niveau de l'ordre du Conseil d'État, ils ont dit quoi? Dans son communiqué, il a dit que c'est parce qu'il y a une complexité d'analyse des normes au niveau international. Et quand il arrive maintenant sur la retenue pour faire de grève, citer un élément de l'UEMOA, l'UEMOA aussi, c'est qu'il a cité aussi au niveau international. Pourquoi il a eu cette facilité de citer? Ça, c'est un premier élément. Le deuxième élément, la retenue pour faire de grève, ils n'ont pas un élément. Je défie quiconque de faire sortir une position d'une organisation syndicale qui est contre la retenue pour faire de grève. Ce que le mouvement syndical a dit, il faut éviter de se comporter comme des délinquants financiers. Pourquoi? Parce que la loi autorise que dès que vous êtes en mouvement en grève, on peut retenir le 30e de votre salaire de base. Je dis bien le 30e de votre salaire de base. Ça veut dire en dehors des indemnités et tout autre accompagnement salarial. Ça veut dire que si Bazé seulement touche 200 000 francs par mois et qu'il va en grève, s'il a fait 24 heures de grève, on prend ces 200 000 francs, on divise par 30 et c'est ça qu'on doit retenir. Mais ce que nous avons constaté et que nous avons dénoncé, c'est que si vous coupez sur le salaire de Bazé seulement parce qu'il a observé une journée de grève, 30 000 francs, cela signifie qu'en salaire de base, il a 30 000 francs par jour. Multiplié par 30, ça fait combien? Ça fait 900 000 francs. 900 000 francs par rapport à 200 000 francs, est-ce que c'est comparable? Donc voilà pourquoi je parle de délinquance financière. On ne devrait pas le faire. Ce que l'organisation syndicale dit, c'est de faire en sorte à ce qu'on se conforme dans la transparence, dans la mise en œuvre des textes. Du reste, depuis le mois de février 2016, nous avons relu le texte portant retenu pour faire de grève et le texte portant prise en charge du transport en cas d'affectation pour nécessité de service. Nous avons interpellé le gouvernement 11 fois. La dernière fois, c'était à Genève, le 9 juin 2017, à l'ambassade de Genève. Et voilà le document dont nous avons transmis une copie sur place à Clément P. Savadogo pour lui dire que nous exigeons à ce que ces textes-là rapidement soient signés, ces textes qui sont dans leur tiroir. Mais qu'est-ce que nous avons dit à ce niveau? Nous avons dit, c'était le point 3, à la page 3. La mise en œuvre des engagements. Et au niveau de ces engagements, c'est le chronogramme de la relecture de la loi 028. C'est la signature de l'arrêté relu portant copie pour faire de grève. C'est la relecture de l'arrêté portant frais de transport en cas d'affectation pour nécessité de service. Il a pris l'engagement que dès qu'il rentre, avant le 11 juin 2017, il va signer les deux arrêtés. Je suis étonné qu'il soit toujours à Genève et qu'il y ait même eu un remaniement gouvernemental. Il ait même été promu à la tête de la sécurité. Est-ce que la parole donnée en ce moment-là, elle est où? Est-ce que si on ne voulait pas se conformer au texte, comment on peut bousculer le gouvernement? Près de 11 interpellations à lui dire de signer des textes qui sont dans les tiroirs. C'est sérieux cela? D'accord. Alors, sur le droit de grève, le gouvernement est d'accord, c'est reconnu, mais l'exercice de ce droit de grève doit se faire selon les lois et règlements. Par exemple, le gouvernement parle du piquet de grève qui, ce qu'on constate sur le terrain, c'est que ça entrave le bon fonctionnement du service public, par exemple. Là, ils n'ont rien, je pense qu'ils n'ont rien dit, c'est du dilatoire, c'est de l'amalgame. Quand ils disent que le droit de... Mais de toute façon, le fait que ce soit incrusté dans une constitution, là, c'est pas tombé comme ça. C'est un acquis de lutte, ça a été arraché. Je vous ai d'abord rappelé, dans l'histoire même du monde, comment les travailleurs se sont battus pour qu'il y ait la sauvegarde des libertés. Et dans notre pays, et précisément en Afrique d'abord, il a fallu attendre la loi de la Minungé du 21 mars 1934 pour reconnaître le mouvement syndical en Afrique. Chez nous, il a fallu attendre 1946. Donc, il ne faut pas qu'ils viennent citer ça comme ça si c'est un élément qui est tombé du ciel. C'est un acquis de lutte. Maintenant, pour les questions de sitting dont ils parlent, ils sont même les premiers à ce niveau encore à violer les textes. Et je vous cite des exemples. La grève qu'il y a eu au niveau du ministère de l'économie et des finances, avec les syndicats là-bas,
Et regardez comment les autorités se sont comportées comme des délinquants. Je cite des exemples. Le premier élément, il est dit, ça, je cite des parties de la Convention 87. Il est dit, les piquets de grève organisés dans le respect de la loi ne doivent pas voir leur action entravée par les autorités. Ce n'est pas moi qui le dis, hein. C'est la page 136, paragraphe numéro 648. Le deuxième élément, je cite, l'interdiction des piquets de grève ne se justifierait que si la grève perdait son caractère pacifique. Ce n'est pas moi qui le dis. La page 136, paragraphe 649. Et troisième élément, je cite, l'emploi de la police pour briser une grève constitue une atteinte aux droits syndicaux. Encore la page 135, paragraphe 643. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait? D'abord, ils ont envoyé la police pour bloquer l'entrée du ministère et empêcher les agents d'entrer. Ils ont violé la Convention 87. Ils ont ramassé le matériel des grévistes. Je ne sais pas, même si aujourd'hui, là, ils les ont restitués. Ça, c'est une violation. On a aussi constaté qu'aucun bureau assermenté n'a montré que les travailleurs étaient dans une situation de confrontation, ni entre eux, ni avec le matériel. Voilà pourquoi je profite saluer la maturité des travailleurs burkinabés. Ils pouvaient s'affronter avec la police là-bas qui est en train d'exécuter une mission qui a été donnée par des hommes cachés dans l'ombre. Si l'État a dû intervenir, c'est peut-être parce que la grève ne respectait pas effectivement. Mais quand on adresse un préavis de grève au chef de l'État, qui va au-delà de 2 semaines, qu'est-ce que vous voulez que ça... Ça aussi, c'est le contenu de la Constitution, qui recommande que pour aller en grève, il faut d'abord déposer un préavis de grève à l'endroit du chef de l'État. L'occupation des lieux de travail, par exemple. L'occupation des lieux de travail, oui, c'est exactement les paragraphes que je viens de vous dire, et je le termine en disant... L'interdiction du piquet de grève au sein du lieu de travail est fondée sur l'unique condition de constat par un service assermenté de fait de violence entre travailleurs d'une part ou sur le matériel de service d'autre part. Est-ce qu'ils ont montré des dégâts que les travailleurs ont commis? Donc il n'y en a pas. Voilà pourquoi je dis qu'il faut éviter le comportement de délinquants. Je dis et je répète, mais quand même on ferme l'œil en disant que le sitting est illégal. Le sitting, tel que les textes l'ont prévu, c'est un élément alertant que la situation est en train de dégrader, on peut aller vers un cas de grève. De toute façon, l'autorité compétente a aussi informé de la date et du lieu du tenue du sitting. Ça veut dire quoi? Tel que les autorités se comportent actuellement, c'est comme s'ils étaient des médecins. Ils te disent, fais ton palu, mais viens quand le palu est grave. Mais le sitting, c'est des éléments annonciateurs d'une installation, d'une maladie. C'est peut-être aussi une façon de vous dire, arrêtez les sittings et aller droit au... Mais arrêter les sittings, ce qui permet d'arrêter un mouvement, c'est régler les causes qui ont conduit à ce mouvement. Et ces causes-là, il y en a beaucoup. Je prends le ministère, par exemple, de la Santé. Quand les agents de la Santé disent qu'il faut faire en sorte à ce que les urgences soient gratuites, vous avez un mal sur la route, où on vous amène aux urgences, vous pouvez mourir avec des millions dans la poche si les premiers soins ne sont pas gratuits. Est-ce que ça va dans la poche des agents? Je prends au niveau du ministère de la Sécurité et de la Défense. Des gens qui ont été incriminés et chassés de leur boulot depuis 2011. La justice militaire leur a donné raison. La justice administrative leur a donné raison. Le H-Croun est là pour travailler à ce qu'ils soient réintégrés. Ces policiers et les militaires sont toujours dehors. Qu'est-ce que vous voulez? Je prends par exemple le ministère du Commerce. À ce niveau où les agents disent qu'il y a beaucoup de maladies, de cancers, des enfants de moins de 20 ans qui souffrent de tension. On dit de mettre des moyens pour pouvoir contrôler la qualité des produits que les populations consomment. Ça, c'est quoi? Je prends la question du ministère des Télécommunications, où l'État se permet, comme un enfant, de prendre ses 10%, il remet à Maroc Télécom dans l'ombre, sans informer qui que ce soit, mais j'allais dire un service de souveraineté nationale, qu'on brave de cette façon, sans avoir le courage de nous dire quel est l'impact de la privatisation qui a été faite à ce niveau. C'est acceptable? Vous prenez le ministère des Transports. Nous avons demandé la réouverture des gares ferroviaires de Ouagadougou jusqu'à la frontière de la Côte d'Ivoire. Pourquoi jusqu'à présent ce n'est pas encore fait? Vous prenez le ministère de l'Agriculture. Ils sont en train de crier que la saison a été mauvaise. Combien d'agents d'agriculture? Tu prends un agent qui a près de 6 à 8 villages qu'il doit parcourir. Et ce qu'on lui donne par mois, c'est 5 000 francs d'essence. Vous croyez qu'il peut les parcourir? Vous prenez le même ministère du commerce pour terminer par là. Les hôtels qui ont été saccagés. Tout le point qui a été fait, les travailleurs sont assis à la maison, il n'y a pas de revenus pour eux. Ils s'entretiennent comment avec les enfants? Le ministère de l'Action sociale, qui lui-même doit parler de solidarité nationale, il y a des agents à ce niveau qui ont servi l'État depuis 1985. Les ex-agents des garderies populaires. Jusqu'à présent, ils ne sont pas pris en compte par l'État, malgré qu'il y a eu des accords avec l'unité d'action syndicale où l'État a estimé qu'il allait prendre en charge. Vous croyez qu'on est dans un État sérieux, ça? Alors, il y a un juge suprême donc, qui a donné son avis. Est-ce que vous êtes en train de dire que vous n'êtes pas légaliste et que vous n'entendez pas respecter cet avis du juge suprême? Il a donné son avis, son envie n'engage que lui. De toute façon, je dis et je répète que le premier élément qui confère les droits les plus solides, c'est la mobilisation et la lutte.
De toute façon, il a donné son avis. Ils n'ont qu'à aller demander son avis sur l'insurrection. Ceux qui sont en conseil là disent qu'ils sont des insurgés, non? Qui me fasse sortir l'avis de conseil constitutionnel ou de conseil d'État qui a estimé que l'insurrection était légale avant qu'on le fasse. Ils n'ont qu'à aller lui demander. Donc, de ce point de vue, nous préparons sur la base de la mobilisation, de la conscientisation, de la sensibilisation pour monter au front. Aucun acquis ne sera bradé. Et au-delà de nos institutions internes, il y a des possibilités de saisir les institutions extérieures. S'il le faut, nous allons le faire. Donc vous entendez poursuivre avec les sit-ins? Il est clair, les sit-ins seront poursuivis et nous attendons quiconque va porter atteinte à l'intérêt d'un travailleur. Nous allons réagir. Parce que dès demain, déjà lundi, il y a le syndicat du ministère des Infrastructures. Avant-hier, les sit-ins se sont bien poursuivis et je les félicite de le poursuivre dans ce sens. Si l'État veut réglementer les textes que nous avons demandés, il faut les signer. Les textes sont dans les tiroirs depuis 2016, février 2016, il faut les sortir puis les signer. Parce que sur la question, le gouvernement aussi a été clair désormais, à partir donc de cet avis, le gouvernement n'entend pas aussi se laisser faire. Oh oui, mais qu'il fasse ce qu'il veut, nous aussi nous ferons ce que nous voulons. De toute façon, s'il s'engage dans un bras de fer, vous avez lu le communiqué où le ministre se précipite de dire que ce n'est pas nécessaire de citer abondamment les textes de l'OIT pour aller dans un centre de confrontation. Il veut dire quoi par là? S'il faut des actes comme ça, ça veut dire qu'ils n'ont pas peur de la confrontation. S'il veut la confrontation, on est prêt, on a calé. Que ce soit la confrontation textuelle ou devant les institutions, on y va. Si c'est sur le terrain aussi, on est là pour ça. Pourquoi vous ne vous contentez pas tout simplement des grèves? Mais nous contenter des grèves, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous déposez, vous avez des mots. Je vous ai dit que le sitting, c'est une étape de la grève. C'est eux-mêmes qui ont dit que d'abord, avant d'aller en grève, il faut négocier, non? De la même façon qu'il faut interpeller à travers des assemblées générales, déposer la plateforme, faire des réunions, interpeller, le sitting aussi est une étape. Ce n'est pas à l'administration de venir nous dire quels sont les moyens syndicaux par lesquels on doit arracher des acquis. Ce n'est pas eux qui ont créé le syndicat. Nous disons que nos formes de lutte sont en fonction de ce qu'on nous impose. La force malveillante qui est en face, c'est en fonction de la façon dont elle s'organise, que nous aussi on s'organise et on ne va pas tout dévoiler. On peut même aller au-delà du sitting, au-delà des grèves. D'accord. On parle d'autres sujets. Il y a aussi cet autre point de discorde entre le gouvernement et les syndicats, la création d'un haut conseil du dialogue social. Les membres ont été installés cette semaine. Ils ont la lourde tâche d'encourager et de faciliter le dialogue permanent entre le gouvernement, les employeurs et les travailleurs, aussi bien dans l'administration publique que privée. C'est l'un des objectifs majeurs assignés à ces 30 membres du Haut Conseil du dialogue social. Nommés le 4 janvier dernier en Conseil des ministres, ils sont officiellement installés dans leurs fonctions ce 3 mai par le président du Faso. L'expérience des uns et des autres doivent nous amener de part et d'autre à savoir quelles raisons garder et certainement à travailler ensemble tout en améliorant certainement les conditions de travail et de vie des travailleurs, à tenir compte aussi de l'intérêt national, c'est-à-dire l'intérêt de tous les Burkinabés. Donc c'est une institution qui est importante. Deuxièmement, elle peut faire des études anticipatives sur des questions qui ne sont pas encore d'actualité mais qui peuvent venir demain, ce qui permet également de prendre une anticipation sur ces questions-là avant qu'elles ne se posent. Donc véritablement, il était normal que nous demandions un peu plus d'engagement à chacun d'entre eux, de manière à ce que véritablement ils prennent ce travail avec le sérieux qu'il faut. Et pourtant, l'institution fait déjà l'objet de plusieurs critiques avant même son opérationnalisation. La question de son opportunité et la polémique au sein de l'UAS, l'unité d'action syndicale, font douter certains observateurs quant à la capacité de cette institution à instaurer un véritable dialogue social au Burkina Faso. Les défis sont donc énormes pour Domba Jean-Marc Palme et ses collaborateurs, eux qui préfèrent être jugés sur les résultats. Il ne peut pas être un instrument du gouvernement, compte tenu même de sa composition tripartite, gouvernement, patronat et les syndicats. Il y a pourtant eu une polémique autour de la création de cette institution-là. Mais c'est normal. Mais que nous juge à l'œuvre. C'est à l'œuvre qu'ils verront donc ce que nous avons fait, ce que nous pourrons faire, et ils jugeront. Ce qu'on pourrait appeler bémol vient du côté des organisations syndicales qui peinent toujours à parler d'une même voix. La Confédération Générale du Travail du Burkina, CGTB, une des centrales syndicales de l'UAS, ne se reconnaît toujours pas dans cette institution, ce qui n'empêche pas les autres centrales syndicales à y prendre part. L'unité d'action, l'UAS, c'est un consensus, ce n'est pas une unité organique.
une unité dans la diversité. Si réellement, si un jour il y a un problème où il n'y a pas de consensus, ceux qui sont d'accord partent, ceux qui ne sont pas d'accord restent. Et je pense que c'est ça ce qui s'est passé et chacun est libre de ne pas participer. Mais nous pensons que les 5 centrales et quelques syndicats autonomes qui participent, bon, en fait, nous voulons tous la paix sociale. Le président du Haut Conseil du dialogue social est nommé pour un mandat de 3 ans non renouvelable. Seuls les membres de l'institution sont rééligibles. Ils sont composés de 10 représentants du gouvernement, 10 représentants des organisations professionnelles d'employeurs et 10 représentants des organisations syndicales de travailleurs. Voilà, Bassol Mabadié, finalement, le Haut Conseil du dialogue social est bel et bien mis en place. Et c'est vrai, je ne m'attendais pas à cette question, mais comme vous la posez, je vais y répondre. Nous avons tout simplement indiqué notre position dès le départ, de façon précise, sans faux fuyant. Parce que nous avons dit que l'autorité souvent ne sert pas la vérité aux populations. Et quand on ne sert pas la vérité aux populations, on crée des conditions d'un lendemain assez douloureux pour eux. Nous avons cité le fait que dans notre pays, il y a eu un collège de sages qui a été mis en place. Il y a eu une journée nationale de pardon. Il y a eu le conseil consultatif sur les réformes politiques. Mais est-ce que ça a empêché les crises successives jusqu'à l'insurrection populaire? Donc nous disons qu'il faut qu'on agisse de façon mature et qu'on mette nos intérêts égoïstes et personnels de côté et viser l'intérêt de la nation. Pourquoi je dis l'intérêt de la nation? Je reviens aux mêmes normes. La norme qui confère la mise en place d'un haut conseil du dialogue social, c'est la norme, la convention numéro 98 de l'OIT sur les négociations collectives. Notre pays l'a ratifiée, cette convention a été adoptée en 1949. Notre pays l'a ratifiée le 16 avril 1962. Que vous preniez le Sénégal, que vous preniez le Bénin, que vous preniez le Niger, les pays où il y a le Haut Conseil du dialogue social, c'est des pays qui, sur la base de cette convention, ont organisé des élections professionnelles. Les élections professionnelles signifient que, quel que soit le nombre de syndicats qu'il y a dans votre pays, vous donnez la parole aux travailleurs qui font des élections et qui disent, voilà la centrale ou le syndicat autonome auquel je confère ma vie professionnelle sur 5 ans. Quand les 5 ans vont arriver, ceux qui avaient été élus, retenus après dépouillement, s'ils ont trahi les travailleurs, s'ils n'ont pas correctement fait leur travail, on fait des élections de renouvellement. Donc ce sont ces acteurs représentatifs qui doivent parler au nom des travailleurs et dans toutes les instances. Au Burkina, il n'y a pas encore eu d'élection professionnelle. Et sur cette base, nous avons acculé, interpellé l'autorité jusqu'à présent de prendre les textes. Il recule, il rentre dans le noir. Deuxième aspect, nous avons dit, si vous voulez aller dans le sens du dialogue, et que parce qu'il n'y a pas eu les élections professionnelles, vous voulez qu'on parle du Haut Conseil du dialogue social, on peut en parler, mais il faut que ce soit dans la transparence. On pose la question au niveau de l'unité d'action syndicale, qui est composée de 6 centrales syndicales et de 17 syndicats autonomes. Donc, s'il y a des représentants qui doivent aller dans une telle institution, qui n'est pas une institution de balade, ce sont des médecins qui doivent aller soigner des cas sociaux. Et de ce point de vue, il faut qu'eux-mêmes soient d'une moralité assise. Donc, le débat était au sein de l'unité d'action syndicale, où on a été mis devant le fait accompli, il y a eu des choix des centrales syndicales. Et cette correspondance, elle est tombée sur nous comme ça. Nous avons dit on ne peut pas accepter pour 2 éléments. Le premier élément, on n'empêche pas quelqu'un d'écrire à qui que ce soit aller dans un haut conseil du dialogue social. Mais c'est malsain d'utiliser l'entête de l'unité d'action syndicale et envoyer des représentants. Ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, si vous dites ce sont des représentants des centrales syndicales, la CGTB n'étant pas dedans, on ne peut pas mettre à l'entête d'une correspondance où il y a la CGTB et puis désigner des gens. Donc, sur cette base, nous avons approché celui qui a signé la correspondance. Il a reconnu en toute honnêteté que c'est la fatigue qui l'a amené à signer parce qu'il n'avait pas regardé l'entête. Mais quand vous dites que c'est la fatigue, il y a un comportement aussi à avoir. Malgré tout ça, pour ne pas titiller, nous avons écrit au ministre de la fonction publique pour attirer son attention. On a fait ampliation au président du FASO. On a fait ampliation au responsable du BIT basé à Abidjan. Et malgré tout ça, on a même pris notre portable, appelé le ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement, pour dire si on ne fait pas attention, le chef de l'État va prendre un décret sur la base du faux. On ne souhaite pas faire des tiraillements, aller devant une quelconque juridiction. Notre intérêt n'est pas d'empêcher à quelqu'un d'aller dans un haut conseil du dialogue social. Mais ça ne doit pas se faire sur la base du faux. Donc, quand nous avons interpellé, à notre grande surprise, on voit que des gens ont été nommés en conseil de ministres. Quand vous avez écouté M. Clément Pessaouadogo, il dit quoi? Il dit que c'est parce que depuis qu'ils ont reçu la lettre de la CGTB, et ils ont attendu en vain, juste qu'ils n'ont pas reçu une autre liste, voilà pourquoi ils ont procédé à la nomination. La question que j'ai posée, vous, M. Aubin, vous voulez recruter des gens pour travailler dans une clinique. Des gens viennent déposer des diplômes. On vous enlève que les diplômes qui ont été déposés sont des diplômes falsifiés. En principe, si vous êtes doté d'un minimum de maturité, il y a des enquêtes même policières qui doivent être menées. Mais vous dites que comme vous n'avez pas reçu d'autres candidatures, ceux qui ont falsifié les diplômes, qui n'ont jamais même pris peut-être un schéma de médecin,
vous étiez obligé de les intégrer. Mais vous qui l'avez intégré, ceux qui l'ont intégré, vous êtes tous des assassins. Puisqu'ils vont aller tenir des seringues, c'est pour vacciner qui? C'est pour tuer des gens. Donc nous disons que sur cette base-là, il faut respecter les normes quand on les ratifie. Si quelqu'un veut aller s'asseoir dans un haut conseil du dialogue social, il est libre, mais il ne faut pas utiliser du faux pour y aller et surtout utiliser notre nom. Le deuxième aspect, nous avons dit dans notre pays, il y a beaucoup d'institutions. Et l'unité d'action syndicale a dit qu'il y a des institutions qu'il faut barrer. Quand on met une commission bipartite de négociation salariale en place, quand le gouvernement procède à une augmentation de 5%, il faut encore que cette commission aille s'asseoir pour dire est-ce que les 5% on peut appliquer au privé. Mais ceux qui sont dans le privé, là, quand ils vont dans une boutique, c'est les mêmes frais des articles. La Constitution gère tout le monde à la fois. On a dit de l'annuler. Pourquoi le gouvernement traîne à l'annuler? Il y a le Conseil économique et social. Il y a le médiateur du FASO. Il y a le HCRUN. Il y a le Conseil consultatif de la fonction publique. Il y a la rencontre annuelle gouvernement-syndicat, ainsi de suite, ainsi de suite. Mais et toutes ces institutions fonctionnent sur la base de frais du contribuable. Et c'est le même gouvernement qui se retourne à dire que le fonctionnement de l'État est à 52%, il n'arrive pas à tenir. Mais vous voyez que c'est dans des aberrations inqualifiables à la limite. Finalement, vous n'y croyez pas le Haut Conseil par rapport à... C'est pas une question de croyance. Le président l'a dit, il faut le juger sur les résultats. Ce n'est pas une question de croyance. Ce n'est pas la première fois que la CGTB a pris des positions de façon précise par rapport à ses principes et puis elle a eu raison. Au point de la loi 081 qui a été votée le 21 avril 2015, nous l'avons combattu depuis février 1997. En ce moment, c'est Mme Juliette Bonkungu qui était ministre de la fonction publique, qui devait éroder totalement les avoirs des travailleurs. Depuis 1997, on restait sur la même position jusqu'à ce que les autres, qui avaient accompagné même le gouvernement pour dire que c'est une bonne loi, qui devait éroder les acquis des travailleurs, ils sont revenus sur le même pas et on a pu arracher la relecture le 21 novembre 2014. Ce n'est pas une question de nombre, c'est une question de principe, c'est une question de cohérence et c'est une question de conscience. Finalement, vous y croyez par rapport aux missions de ce Haut Conseil? Je dis et je le répète, ce n'est pas une question de croyance. Nous, nos actes que nous posons, c'est de faire en sorte à ce que le peuple burkinabé ne connaisse pas des travers demain. Mais si on construit dans le mensonge, si on construit dans le dilatoire, si on construit dans le faux, il est tout à fait clair que vous allez être complice demain parce que vous n'avez pas eu le courage de dire que telle chose ne devrait pas se faire. Vous avez 5 centrales syndicales qui iront répondre aux normes des travailleurs. Une centrale syndicale est composée sur la base d'au minimum 2 syndicats professionnels. Donc une centrale syndicale peut être composée de 2 syndicats professionnels et une autre composée de 10 syndicats professionnels. Pourquoi l'État refuse les élections professionnelles? Il n'a qu'à les faire. Donc, je dis et je répète, la démocratie, pourquoi même l'OIT, l'Organisation internationale du travail, créée en 1919, qui organise la conférence internationale du travail, pendant laquelle, peut-être on va aller d'ici le 25 mai, parle d'organisation syndicale représentative. ne parle pas de centrale syndicale au hasard. Eux-mêmes, ils parlent d'organisation syndicale représentative. Prenez la convention 98 sur les négociations collectives et regardez à l'intérieur. Tout ce que je vous dis, ça se trouve sur le net. Est-ce que vous voulez dire que ceux qui sont représentés ne sont pas représentatifs? Ce n'est pas mon propos, mais je vous rappelle tout simplement et vous mets au diapason que ce n'est pas parce qu'on s'appelle centrale syndicale qu'on est forcément égal à une autre centrale syndicale. Donc, je dis et je répète, je vous donne la façon dont une centrale syndicale peut être constituée. Et puis, je vous dis aussi, même les deux syndicats professionnels, un syndicat professionnel peut avoir des représentants qu'à Ouagadougou et Bobo Dioulasso. Si vous le comparez à un syndicat professionnel qui se retrouve dans tous les téléphones du Burkina, ce n'est pas la même chose. Donc, on dit que tous les moutons se suivent, mais ils n'ont pas le même poids. D'accord. Merci. Basile, vous êtes passé dans le 7 Info ce soir. Merci bien.